Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois de novembre 2022, voici les événements que je vous conseille d'observer. Europe et Io disparaissent successivement derrière Jupiter le 1er. L'astéroïde Cérès passe entre les galaxies du triplet du Lion du 5 au 7. Uranus est à l'opposition le 9. La Lune gibbeuse s'approche de Mars le 11. Les Léonides sont à leur maximum le 17 et la Lune s'approche à moins de 4 degrés de Saturne le 29. Pour commenter ces événements, les experts Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine m'accompagneront comme chaque mois. Vous pourrez découvrir leurs chroniques habituelles et bien sûr leurs coups de cœur en fin d'émission. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, nous démarrons tout de suite avec votre chronique mensuelle qui est consacrée à l'histoire de l'astronomie en général. De quoi voulez-vous nous parler aujourd'hui ? Alors, j'avais envie de m'intéresser un petit peu aux noms qui se cachent derrière les comètes que l'on tente d'observer régulièrement. Et en fait, cette idée, elle m'est venue cet été au mois d'août, lorsque j'ai appris le décès de Donald Mattscholz, que vous connaissez évidemment. C'est un découvreur de comètes. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des systèmes un peu automatisés de découverte de comètes, si je puis dire. Hein. C'est des petits robots finalement qui découvrent des comètes. Mais bon, il y a souvent des noms. Et comme ce mois-ci, on en parle, hein, vous l'avez évoqué, on a une pluie d'étoiles filantes là, avec les Léonides. Eh bien, c'est toujours l'occasion de rappeler l'origine des étoiles filantes et du coup des découvreurs des comètes qui font référence. Alors, je reviens un petit peu à Mattscholz qui a découvert une douzaine de comètes et puis on se rappelle peut-être de sa comète qui était observable à l'œil nu en 2004. Voilà, donc c'est des noms que l'on rencontre souvent dans les éphémérides et on oublie parfois qu'il y a des petits cœurs, des esprits finalement qui se trouvent derrière ces noms-là. Les personnes que je voulais évoquer là pour cette chronique, ce sont les découvreurs de la comète Tempel-Tuttle. Alors à votre avis, qui a découvert Tempel-Tuttle, la comète à l'origine des étoiles filantes des Léonides d'ailleurs? Oui, alors je sais pas, monsieur Temple et madame Tuttle? Ou l'inverse. Vous êtes vraiment trop fort. Donc effectivement, cette comète périodique, donc cette comète a été découverte indépendamment par Ernst Tempel. Donc lui, il l'a découverte en 1865. Et puis, l'autre astronome, c'est Horace Tuttle, qui lui l'a découverte le 6 janvier 1866. Donc à quelques jours, quelques semaines d'écart, ils ont tous les deux découvert la comète. Donc elle s'appelait Tempel-Tuttle. Tempel-Tuttle, moi je trouve que ça rime plutôt bien. C'est bien. C'est plutôt bien trouvé. Et cette comète, pour la petite blague, repassera dans le ciel en 2032. Mais comme on l'évoquait le mois dernier, jusqu'à son prochain passage, elle nous rappelle à son bon souvenir par l'observation des étoiles filantes. On en parle aussi un petit peu plus tard. Donc ces deux garçons, Tempel et Tuttle. Oui, pardon, je vous écoute. Non, pas du tout. Je me demandais si une comète Fontaine existait ou si c'est dans vos plans. Non, moi je ne fais que regarder que des vieilles choses déjà découvertes par d'autres, mais je prends déjà un tel plaisir. En fait, peut-être que je découvre des choses, parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas quand j'observe le ciel, mais je pense que tout ce que j'observe a déjà été bien observé et bien compris par d'autres. Mais bon, ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir à regarder. Qui sait, peut-être qu'un jour j'aurai quelque chose. Mais bon, je n'ai pas votre talent, mon cher. J'ai rien découvert du tout. Oui, mais on peut vous attribuer tout de même un joli nom dans l'espace. Ça c'est vrai, merci. Pas. C'est vrai, effectivement. Voilà, exactement. Alors du coup, on parle de Tempel, de Tuttle. Alors Tuttle, je me dis, mais Tuttle, ça me parle. Il y a des comètes qui s'appellent Tuttle, mais pas Tempel-Tuttle. Il y a les Swift-Tuttle. Ça vous parle, les Swift-Tuttle? C'est vrai. Oui, voilà. Et donc les Swift-Tuttle, c'est notamment la comète périodique qui nous rappelle la pluie d'étoiles filantes des Perséides, celle du mois d'août certainement, la pluie d'étoiles filantes la plus célèbre bien sûr et visible au cours de l'année. Et là encore, Swift était un astronome, un Américain,
Et donc, il a observé cette comète en 1882, tout comme Tuttle, qui lui l'a découverte à quelques jours près. Hein. Donc, on a Swift qui découvre la comète le 16 juillet 62 et Tuttle qui la découvre le 19 juillet 1862. Donc, voilà comment on peut encore une fois associer deux noms finalement pour une seule comète. Je vais arrêter là parce que des histoires comme ça, on en a beaucoup. Mais voilà, si vous découvrez quelque chose, eh bien, il faut le faire savoir et peut-être que vous serez découvreur ou co-découvreur, puisque voilà, des amateurs encore aujourd'hui sont capables, s'amusent d'ailleurs à chercher et à trouver notamment des comètes ou encore des astéroïdes. Très bien, donc écoutez, un encouragement pour tous les chasseurs de comètes qui, de temps en temps, effectivement, trouvent des choses, même si c'est de plus en plus difficile, parce que les robots, quand même, balayent pas mal le ciel maintenant. Écoutez, on passe à la liste des phénomènes du mois avec cette disparition successive d'Europe et de Io derrière Jupiter. Alors Sébastien, justement, dites-nous tout sur les circonstances de cette jolie observation. Oui, alors je me suis surtout intéressé à Io parce que c'est le plus proche satellite de Jupiter, visible dans une paire de jumelles, vous le savez, tout comme Europe d'ailleurs. Alors c'est intéressant parce que ces disparitions sont relativement fréquentes et parfaitement observables avec une paire de jumelles tout à fait bon marché et même dans les pollutions lumineuses des grandes villes. Et donc pour Io là, ce qui est intéressant, c'est que l'observation est assez rapide à faire puisque c'est vers minuit que Io va passer derrière le disque jovien et puis 3 heures plus tard, eh bien Io va réapparaître. Donc voilà, de minuit à 3 heures du matin, vous avez le temps d'observer tranquillement le début du phénomène, la phase d'occultation et puis la réapparition. On se rappelle que Io fait le tour de Jupiter en seulement 42 heures. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose à mettre en évidence. Europe mettra un peu plus de temps, mais voilà, là vous avez un doublé et ça vaut franchement le coup d'œil avec une paire de jumelles notamment. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que c'est grâce à ce genre de phénomène, enfin en tout cas le balai des satellites de Jupiter, qu'on a pu mesurer pour la première fois la vitesse de la lumière? Je ne me trompe pas, non ? Ouais, alors plus précisément à ma connaissance, donc c'est le phénomène vraiment un phénomène clé observé par Romer, jeune astronome à l'époque de cette découverte, qui travaillait pour l'Observatoire de Paris, et donc Romer c'est quelqu'un qui a vécu de 1644 à 1710, et donc voilà, Romer, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il se rend compte que la durée écoulée entre les disparitions des satellites n'est pas constante, et surtout il constate que lorsque Jupiter est proche de l'opposition, je vous rappelle, l'opposition c'est quand la distance Terre-Jupiter est au plus bas, au minimum, eh bien les éclipses se produisent avec une avance de 8 minutes sur l'heure prévue, alors qu'aux alentours des conjonctions, quand au contraire la distance Terre-Jupiter est au maximum, eh bien les éclipses se produisent avec un retard de 8 minutes. Donc c'est quand même assez curieux ces décalages, et donc Romer en arrive à la conclusion que cet écart était certainement dû à une vitesse de la lumière finie. Donc ce qu'il faut retenir dans l'histoire, c'est que Romer ne va pas donner une vraie valeur de la vitesse de la lumière, mais juste il démontre finalement sa finitude, et c'est un peu plus tard, avec Fizeau, je crois, qu'on commencera à évoquer les premières mesures, les premières valeurs de la vitesse de la lumière aux alentours de 200 000 km par seconde. C'est beaucoup plus tard qu'on aura les valeurs qu'on connaît aujourd'hui aux alentours de 300 000 km par seconde. Donc voilà, donc quand vous observez ce mouvement des satellites, eh bien on peut aussi avoir une pensée historique, notamment à Romer, qui est surtout connu pour avoir bien compris, démontré que la lumière n'avait pas une vitesse infinie. Tout ça en observant les satellites de Jupiter. Moi, je trouve ça toujours superbe comme raisonnement scientifique. On passe du 5 au 7 novembre à cette observation à faire en direction de la constellation du Lion. La Cyril, nous avons une belle occasion de contempler le déplacement rapide d'un astéroïde. Qu'est-ce qui va se passer du 5 au 7 avec Cérès ? Cérès, c'est un astéroïde, c'est une petite planète maintenant. Je n'arrive pas à m'y faire. C'est une petite planète en réalité. Ça donne notre âge. Je ne m'y ferai pas non plus, moi. Je m'y fais pas. Ça donne un peu notre âge. Bon, alors, une petite planète naine, donc voilà. Exactement. Donc, qui fait un peu moins de 1000 km de diamètre, là.
C'est la plus petite au final des planètes naines. C'est vrai, alors que c'était le plus gros des astéroïdes. Alors qu'avant, oui, à notre âge, c'était le plus gros des astéroïdes. Donc c'est un peu bizarre cette histoire. Elle a été visitée, hein. Il y a une sonde qui l'avait vue, la sonde Dawn. Donc qu'est-ce qui va se passer entre le 5 et le 7 ? Elle va passer, vous venez de le dire, dans le Lion, mais pas n'importe où dans le Lion. À l'endroit où en fait n'importe quel astronome amateur avec un télescope a déjà pointé en fait tout son mois de novembre, son mois de décembre. En fait, c'est sur l'arrière du Lion là, vers le petit triangle de la fin là, en fait la tête de la souris quoi. Dessous en fait on a. Je comprends rien, c'est un lion, c'est un lapin, c'est une souris, on comprend rien. Ou un fer à repasser. Ça dépend dans quel sens on regarde. C'est l'inverse, ouais. Donc là, on a deux objets Messier. On a M65 et M66. Juste au-dessus, d'ailleurs, on a une petite NGC. Là. Et en fait, au-dessus de cette galaxie M65, là, le 5, vous allez voir un petit point qui est, un petit point qui ressemble à une étoile, hein, qui est Cérès. Et si vous l'observez au cours de la nuit, et, sur plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il faudra pointer par rapport les petits points que vous voyez autour de M65 et M66, vous allez voir le déplacement sur 3 jours, puisque le 5, ça sera juste au-dessus de M65, le 6, ça sera entre les deux, très proche de la NGC, et puis le 7, ça sera en dessous, ça sera un petit peu passé. C'est assez intéressant à voir avec un télescope de 200 mm. Si vous avez plus gros, c'est encore plus rigolo. Ça se prend évidemment en photo. Là maintenant, c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'avec les nouveaux appareils photo hybrides, c'est-à-dire qu'il suffit de poser une trentaine de secondes au foyer d'un télescope et vous avez tout de suite qui apparaît les structures des petites galaxies, donc vous aurez les petits points, etc. Donc ça vaut le coup de regarder. Le seul hic, parce qu'il y a forcément un hic, il y en a deux d'ailleurs. Le premier, c'est que c'est en hiver. Et le vrai deuxième, c'est que tout ça se lève à 2h du matin. Donc il va falloir attendre au moins 3h, voire 4h du matin. Il faut être très motivé. Ouais, oui. Très, très motivé en hiver. Là. D'autant que vous avez la rencontre du ciel-espace quelques jours après, il faudra être en forme. Il faudra être en forme, on ne peut pas être partout. Voilà. Il n'empêche, vous avez parlé de photographie, et que si on le photographie, disons, 2 nuits successives, ou en tout cas 2 horaires successifs pendant 2 nuits, est-ce qu'on peut observer déjà ? Oui, bien sûr, oui, c'est ça ce qui est rigolo, c'est de le faire à 2 nuits, voire les 3 nuits. C'est-à-dire que si vous posez... Alors, l'objectif là, c'est pas de sortir, ça peut être de sortir les galaxies très proprement, mais juste pour montrer donc qu'il y a un petit point qui s'est déplacé, c'est-à-dire qu'il suffit vraiment derrière votre télescope, votre Schmidt-Cassegrain de 200 mm ou votre Newton de 200, voire même un peu plus petit, c'est-à-dire qu'une pause de 30 secondes là et vous avez tout de suite les galaxies et puis les petits points qui vont se déplacer, que vous pourrez comparer. Si faire une sorte de flip-flop, faire un flip-flop sur plusieurs photos et vous verrez le déplacement. Et voilà, et vous pourrez comme ça voir Cérès se déplacer dans le triplet du Lion. On passe rapidement sur l'opposition d'Uranus, c'est le 9. Sébastien, Uranus est dans une position favorable, sauf que cette nuit-là, je crois, le 9, la Lune sera très gênante. Bon, Uranus, quand est-ce qu'elle peut être observée ce mois-ci finalement il faut regarder un peu avant, un peu après tout le long du mois, hein. Mais c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que comme c'est la pleine lune, on va avoir du mal à voir Uranus, sinon on l'aurait tous vu à l'œil nu sans aucun problème. Oula. Oui, vous savez bien qu'à chaque fois on en parle tous les ans quasiment. C'est vrai qu'elle est toujours on sur sait cette qu'Uranus, pour certains, c'est une planète visible à l'œil nu parce qu'on lit de ci de là que la magnitude est de 5,6. Donc oui, effectivement, c'est un astre détectable à l'œil nu. Sauf qu'en vrai, moi je l'ai pas vu. C'est ça, on en parle très régulièrement et finalement. Même plus jeune, on l'a pas vu. Non, même jeune. Pourtant, je suis encore beaucoup plus jeune. Depuis un mois. Mais du coup, non, voilà. Donc, blague à part, c'est toujours le test d'acuité visuelle à tenter quand on a, si on l'a pas vu avant 50 ans, on a raté sa vie. Encore un truc. Tout ça pour dire que c'est une planète que l'on peut facilement détecter dans une paire de jumelles.
Elle est dans la constellation du Bélier. C'est vrai que là, pour le 8, la distance Uranus-Lune, c'est 5 degrés. On est presque en pleine Lune. Vaut mieux attendre quelques jours que la Lune sorte un petit peu du secteur pour tenter de repérer Uranus, parce qu'en l'espace de quelques jours, la distance va pas trop varier. Donc c'est une planète qui est assez haute, hein, donc ça c'est quand même plutôt sympa, puisque elle est à plus de 55 degrés de hauteur plein sud là en milieu de nuit. Donc voilà, donc c'est un astre délicat à voir. Bien sûr, à l'œil nu, c'est dur, mais avec un instrument d'observation, on y arrive très bien. Donc, dans une paire de jumelles, ça ressemble à une étoile, évidemment, mais avec un télescope d'initiation, un 150 ou un 200 mm d'ouverture avec un grossissement d'au moins 100 fois, on voit clairement le disque verdâtre apparaître, hein. Voilà. Et puis pour ceux qui seraient tentés de repérer les principales lunes qui tournent autour d'Uranus, là il va falloir utiliser un instrument d'au moins 400 ou 500 mm, donc un bon gros Dobson vous permettrait peut-être de voir les lunes qui tournent autour d'Uranus. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, test d'acuité visuelle programmé ce mois-ci pour percevoir cette planète. Très bien, faites le test, mais surtout pas pendant la nuit de l'opposition, le 9, puisque la Lune sera dans le secteur. On passe au 17, c'est le maximum des étoiles filantes Léonide, mais là encore, la Lune, elle va nous gêner, non Cyril ? Oui, parce qu'elle est là. C'est-à-dire qu'elle est à 35% là, mais en réalité, elle va se lever vers 1h, donc ça va pas trop nous embêter. C'est clair que vous pourrez pas passer toute la nuit. Voilà. Oui, mais j'en ai pas l'intention. Mais bon, il fait froid, hein, il fait frais quand même. Surtout que là, c'est pas l'année 2000 avec la pluie d'étoiles filantes où il y en avait 3 toutes les 2 minutes. Là, on est plutôt sur une toutes les 2-3 minutes. Donc c'est tranquille, quoi. C'est comme les Perséides l'été. Donc c'est pas non plus la folie. Ça vaut le coup de regarder parce que elles sont toujours très spectaculaires parce qu'elles sont très très lumineuses. Donc c'est toujours sympa à faire et le truc à faire reste quand même essayer bien sûr de les regarder, mais pour les regarder il faut rester dehors. Donc l'autre solution, c'est de les prendre en photo et de rentrer se réchauffer, de se faire un petit thé. Donc pour les prendre en photo, c'est toujours la même technique, c'est-à-dire que c'est trépied, donc quel que soit l'endroit où, si possible, le zénith un peu dégagé avec éventuellement un premier plan pour que ce soit un petit peu joli, pour faire une jolie photo. Pas un lampadaire à côté de vous, donc pas la lune dans l'axe non plus, si vous couchez vraiment tard. Et puis essayer de faire des pauses assez longues avant qu'il y ait un bouger, c'est-à-dire avant qu'il y ait un filet d'étoiles pour garder les étoiles bien ponctuelles. Et puis vous mettez votre boîtier en automatique, c'est-à-dire qu'en fait vous faites tourner l'intervallomètre pour que il tourne tout le temps, et vous montez un peu en sensibilité, vous faites des pauses on va dire d'une dizaine ou d'une quinzaine de secondes, et logiquement vous devriez en avoir au moins une. Voilà. Si vous avez pensé à ouvrir au maximum votre objectif. Alors les étoiles filantes, il faut le rappeler, il y a des grands crus parfois. Bon là c'est pas forcément un grand cru, mais vous expliquiez le mois dernier qu'en fait la Terre passait dans l'essaim de poussière laissé par une comète, et quand elle passe dans les régions denses, on a beaucoup d'étoiles filantes, et quand on est dans les régions moins denses, on en a moins. Ouais. Mais ça veut pas dire non plus, région moins dense veut pas dire qu'il va pas y en avoir une qui éclaire tout le ciel. C'est-à-dire qu'il peut rester un gros caillou. Hein. Effectivement, voilà. Il peut rester donc ça vaut le coup quand même de laisser tourner un appareil au cas où, même si vous allez vous coucher. Enfin, il faut être sûr qu'il ne va pas pleuvoir le lendemain matin, mais voilà. Vous pouvez abandonner un appareil quelque part. Et pour ceux qui habitent en ville, en fait, je l'avais fait pendant un des confinements, là, ça marche aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous avez soit un petit balcon, soit bricoler un truc, ou vous laissez votre fenêtre ouverte, tout simplement. C'est-à-dire qu'en ville, en plein Paris, au milieu de Paris, vous avez des étoiles filantes. C'est-à-dire que ça peut arriver aussi. Oui, voilà. Parce que ça peut briller quand même assez fort en fait. Très fort, ouais. Donc le 17, tentez la chasse aux étoiles filantes Léonide. On termine avec le rapprochement du 29 entre la Lune et Saturne. Sébastien, si on n'a pas de télescope, on contemple le spectacle à l'œil nu, c'est quand même joli. Ah oui, complètement. Saturne reste toujours très brillante. Ça va se passer plutôt vers le sud-sud-ouest. Voilà, on est quoi ? On est à la fin du crépuscule, à 1h30 après le coucher du soleil. Et encore une fois, moi, ce que je trouve vraiment génial avec ce type d'observation à entreprendre à l'œil nu partout où il fait beau, donc même en ville comme à la campagne, c'est d'observer non pas que le 29, mais au moins dès le 28, de façon à appréhender le mouvement
de la Lune, puisque entre le 28 et le 29, la Lune va passer d'un côté à l'autre côté de Saturne. Ça se passera dans la constellation du Capricorne. Et donc, cette Lune qui se déplace d'environ 13 degrés par tranche de 24 heures, ça vous permet de bien comprendre finalement son mouvement. Saturne, évidemment, ce sera le point le plus brillant visible dans ce coin de ciel, puisque la constellation du Capricorne n'abrite aucune étoile très, très remarquable. Donc à observer plutôt en début de nuit sur l'horizon sud-sud-ouest. Est-ce qu'on peut aussi s'intéresser à la Lune si on a un télescope sous la main? C'est peut-être l'occasion de parler de notre satellite. Ouais. Bien sûr, en télescope ou même paire de jumelles, on n'est pas très loin du premier quartier. Alors, ce qui est intéressant de voir, si on regarde le côté bombé de la Lune, du côté du limbe, c'est déjà de mettre en évidence la mer des Crises. Sous la mer des Crises, vous allez avoir côte à côte les trois mers très connues, la Fécondité, vous avez la mer de la Sérénité. Et puis la troisième m'échappe évidemment. Il suffit que j'en parle pour que elle sorte de mon esprit, la tranquillité. Voilà, merci. Et puis oui, voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de ces mers? Parce que tout doucement, on va aller vers le Terminateur. Et c'est là où c'est le plus intéressant quand on regarde aux jumelles ou au télescope. Et non loin des cratères Aristote et Eudoxe, eh bien, on va vraiment arriver sur le Terminateur. Donc, on est sur la gauche des deux cratères que je viens de citer. Et c'est l'occasion au télescope de regarder en direction des Alpes et des Apennins, de bien voir finalement toutes ces chaînes de montagnes dont les sommets finalement projettent leur ombre sur une partie de la Lune. Et là encore, si on observe sur les deux soirées qu'on évoquait tout à l'heure, le 28 et le 29, eh bien, on voit progressivement des paysages entiers s'ouvrir comme ça à l'oculaire. Donc encore une fois, le mieux c'est de vous munissez d'une bonne carte de la Lune et vous perdez tout au long du Terminateur. Il y a de quoi vraiment y passer des heures finalement en allant du nord au sud comme ça, en se perdant entre les différentes vallées, les sommets et tous les cratères. L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous nous conseillez chaque mois sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces et parfois même en partageant vos secrets. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique ? C'est le retour de la station orbitale. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'elle n'est pas vraiment partie en fait. C'est plutôt le retour de la station orbitale observable, soit en soirée, soit le matin. En fait, il se trouve que jusqu'au 8 novembre, on va la voir le matin. Donc le matin, c'est en gros à 7h du matin à une demi-heure près, quoi, plus ou moins. Ce qui est assez amusant, c'est que si vous la voyez passer, c'est-à-dire que si c'est le moment où vous sortez de chez vous pour partir au boulot ou le moment où vous ouvrez vos rideaux, là, si elle passe, ce qui est assez rigolo, c'est que tous les jours, en fait, on va la voir les premiers jours, c'est-à-dire que le 1er novembre, elle va quasiment traverser tout le ciel. Et puis tous les jours, en fait, elle est en train de rentrer dans l'ombre de la Terre, donc elle est plus éclairée, et vous allez la voir jusqu'au moment le 8 novembre où en gros elle monte et puis plaf, elle disparaît. Elle disparaît. Donc ça c'est assez amusant. Et inversement, à partir de la fin du mois, donc du 18, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle va réapparaître, alors un peu de l'autre côté là, et elle va monter. Tous les soirs vous allez la voir de plus en plus, et là ça sera vers 19h-20h, donc là c'est quand même assez facile de regarder. Donc, une application qu'il faut avoir, alors elle n'est que sous Android, sinon faut consulter sur l'ordinateur. C'est Heavens Above, H-E-A-V-E-N-S A-B-O-V-E. L'intérêt de cette application donc sur votre smartphone, c'est que vous avez à la fois donc la cartographie en temps réel. Vous pouvez dire voilà, elle est là à ce moment-là, ou vous avez la prédiction aussi, mais aussi vous avez en fait une rubrique qui est sur les événements, donc tout ce qui va se passer prochainement, et vous avez surtout le ciel en direct, c'est-à-dire que en hiver, alors c'est plus facile en hiver souvent parce que c'est plus contrasté, il y a énormément de satellites qui passent. Et bien là, vous les avez en temps réel, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur le petit point et savoir que c'est Météosat ou un satellite russe, un satellite américain, la hauteur, les caractéristiques du satellite, ou surtout pas de caractéristiques, puis là vous en déduisez que c'est un satellite militaire. Très bien. Et l'ISS se photographie d'ailleurs ?
Oui, c'est assez marrant à faire. Donc pour photographier le ISS, donc là aussi, donc faut anticiper un peu le truc, c'est-à-dire que se dire voilà, elle va arriver à telle heure. Donc si c'est en fin du mois de novembre, là on a dit que c'était entre 19h et 20h. C'est-à-dire que vous commencez donc plutôt un objectif assez large. Alors il y a deux façons de faire, pardon. J'ai supposé que vous me posiez la question, la trajectoire, quand on photographie la trajectoire. Hein, voilà. Après, je peux parler de la façon de photographier la station elle-même. Mais pour la trajectoire, en fait, donc vous prenez un objectif grand angle, vous ouvrez au maximum, vous posez le maximum de temps avant que la photo soit complètement cramée, enfin que le fond de ciel soit trop monté. Et puis, vous allez en fait photographier plein de fois, c'est-à-dire qu'en général on arrive, comme il fait encore un petit peu, on est encore dans l'heure bleue, donc le fond de ciel monte assez vite, vous allez rarement dépasser 15 secondes on va dire. Donc vous faites une multitude de photos et comme ça vous avez une sorte de trajectoire qui se déplace sur le ciel. Et puis après vous allez prendre un logiciel qui va vous permettre de radditionner, en fait de positionner les étoiles les unes sur les autres et de radditionner les étoiles et vous allez avoir comme ça le trait qui va être la trajectoire de la station qui va apparaître. Sur la voûte céleste. Sur la voûte céleste. L'autre solution, alors le logiciel là, c'est Star Trek, qui vous permet en fait d'additionner ces images qui marchent soit sur quelle que soit la plateforme. Là. Donc c'est assez facile d'utiliser. On fait un drop des images et puis il calcule tout seul. Donc c'est très très simple. Et sinon après, si vous voulez prendre en photo la station, le plus simple c'est d'attendre qu'elle passe devant la Lune ou devant le Soleil. Alors le Soleil, il faut être un peu équipé. Vaut mieux, on va faire pour la Lune, c'est plus sûr, on va oublier. Voilà. Sur la Lune, en fait, vous avez une appli qui s'appelle Transit Finder, qui est plutôt un site qui vous permet, en fait, selon le lieu où vous êtes, de savoir exactement à quel moment la station va, ou pas d'ailleurs, passer devant la Lune. Et à ce moment-là, si vous avez la chance que ce soit à l'endroit où vous êtes ou à quelques kilomètres, il vous suffit de vous déplacer, là, il faut prendre un téléobjectif au foyer du télescope et au moteur, là vous allez très très vite et vous faites une multitude d'images et à un moment en fait vous pouvez avoir soit la station alors si vous êtes bien net, donc c'est grande vitesse parce que ça va très très vite, c'est-à-dire que là il faut être au 4 millième ou au 8 millième sur votre appareil photo et à ce moment-là vous allez avoir la silhouette de la station orbitale si elle n'est pas éclairée, ou sinon justement parce qu'elle est éclairée par le soleil, elle est en surbrillance par rapport à la Lune. Très bien, donc tentez cette expérience, par exemple, à la fin de ce mois de novembre. La fin de cette émission approche. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Vous avez le choix, je le dis à chaque fois. Quel est votre choix, Sébastien ? Il y en a deux, j'ai le droit. Oui, mais alors rapidement. Peugeot et Quasar. Peugeot et Quasar, oui, mais alors ça c'est compliqué pour nous là. Ouais. On en voit un des deux. Peugeot, le constructeur automobile, Quasar, vous savez, les galaxies très lointaines. Oui, ça oui. Voilà, mais le lien. Ça parce que, alors le lien, c'est que Peugeot a développé dans les années 80 un concept car qui s'appelait Quasar, parce que Quasar c'était une image de la modernité, de la science en train de se faire, et donc donc Quasar, Peugeot Quasar, et donc là où je veux en venir vraiment, c'est de vous proposer une observation. Je fais un aveu. C'est une observation que je n'ai jamais entreprise et que je vais faire là dans quelques semaines dès qu'il fera beau. Donc je vous propose d'observer le quasar 3C 273. On se rappelle qu'un quasar, c'est donc un mot qui provient d'une abréviation anglo-saxonne qui signifie source de rayonnement radio quasi stellaire. Plus concrètement, donc c'est une galaxie extrêmement lointaine. Et là, le quasar, donc cette galaxie lointaine dont je vous parle, elle se trouve vraiment loin. Elle est à plus de 2,5 milliards d'années-lumière et ce qui rend vraiment l'objet intriguant, c'est que c'est un des objets les plus lumineux connus dans le ciel. Et si on rapportait ce quasar à une distance d'une trentaine d'années-lumière de nous, il serait aussi brillant que notre propre Soleil. Et maintenant, concrètement, comment observer ce quasar 3C 273 ? Il semble qu'un instrument d'initiation quasiment vous permet de voir l'objet. Donc, si vous avez un 200 ou un 300 mm d'ouverture, donc 200 mm, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui la plupart des gens ont
quand il débute l'astronomie, une grande majorité des gens commencent par un 200 mm, eh bien, vous pouvez tenter de pointer cet objet dans la constellation de la Vierge. Évidemment, c'est invisible à l'œil nu, puisque la magnitude est légèrement inférieure à 13 quand même, mais avec un bon système de pointage automatique, vivant avec notre temps comme la quasar des années 80, eh bien, vous allez pouvoir observer cet objet assez mystérieux dans la constellation de la Vierge. Très bien, un très bel objet que j'ai d'ailleurs moi-même observé, je dois le confesser, avec un instrument de 100 mètres de diamètre. Et je vous conseille donc l'observation. Non, c'était avec un radiotélescope, le radiotélescope d'Effelsberg qui fait 100 mètres, parce que c'est une cible de calibration, figurez-vous, pour les radioastronomes 3C 273 en astronomie millimétrique. Voilà. Mais je ne l'ai pas vu en optique. Donc, et la voiture, vous l'avez visité, la voiture également? La voiture, malheureusement, non. Ça... Par contre, elle est exposée à Sochaux, dans le musée Peugeot. Faut y aller. Très bien, on passe au coup de cœur de Cyril. C'est la rencontre du ciel-espace. C'est de nouveau cette année. Ça arrive vite. C'est le 11, 12 et 13 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bien sûr, on a les guest stars classiques. On va avoir cette année Françoise Combe, on va avoir David Elbaz. On a toute une partie showroom, alors pour les personnes qui ont envie d'acheter un instrument ou de pouvoir comparer, de voir si ça rentre dans leur coffre de voiture. Oui, ça vaut le coup de venir voir, parce qu'il y a de belles bêtes quand même. Il y a des trucs un peu gros, ou ceux qui ont prévu d'installer au fond du jardin un abri pour télescope. C'est vraiment le moment de venir, c'est le moment de nous rencontrer déjà. C'est le moment aussi de faire des ateliers. Il y a pas mal d'ateliers. Et puis, il y a toute une partie qui se fait aussi dans le musée, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Faut savoir que le billet des rencontres, cette année, permet de monter dans le musée. Et dans le musée, vous allez avoir une quantité d'animations, que ce soit pour les grands, pour les petits. Vous allez avoir, par exemple, un jeu autour des météorites. Vous allez avoir... vous allez voir un animateur jouer avec de l'azote. Vous allez avoir David Elbaz qui je sais plus, je crois le samedi soir, après la fermeture, va faire un spectacle dans le planétarium qui s'appelle Magie Cosmologie. C'est-à-dire qu'il est avec Marc Fell qui est un magicien, et le magicien fait un tour de magie, et David l'explique par la physique et l'astrophysique. Donc ça vaut le coup de venir. Pensez à réserver assez vite parce qu'il n'y a pas tant de place que ça, il n'y a qu'une seule séance. Donc n'hésitez pas, on va avoir pareil le même jour, le samedi vers 13h, aussi au planétarium, on aura la chance d'avoir Thierry Legault et Jean Mouette qui vont nous parler aurore boréale, puisqu'ils ont filmé des aurores en 360, donc on va les voir en temps réel en quelque sorte. Donc là aussi ça vaut le coup d'aller à leur rencontre. Et puis vous allez avoir tous les rédacteurs de Ciel Espace, tous les membres de l'Association française d'astronomie. Donc le week-end à ne pas rater, le 11, 12, 13 novembre, porte de la Villette à Paris. Tous à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Les éphémérides de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Birnbaum pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique comme chaque mois. Elle était présentée comme David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de décembre, au RCE évidemment aussi. Et d'ici là, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à Ciel et Espace ou précipitez-vous en kiosque pour découvrir notre hors-série consacrée à l'exploration spatiale européenne. Bonnes observations et à très bientôt.